Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce direct sur LinkedIn. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Une nouvelle saison qui commence et de nouveaux invités comme de raison. Puis aujourd'hui, ben, j'ai le privilège de recevoir quelqu'un que j'estime et que j'admire beaucoup. Et on va parler aujourd'hui d'incertitude. Donc, d'incertitude, de leadership, de stratégie d'affaires et comment vivre et mieux vivre en période d'incertitude. Donc, mon invité aujourd'hui, Martin Latulippe, qui est conférencier international, un expert aussi en motivation puis en potentiel humain, fondateur de l'Académie Zéro Limite et de d'autres produits dérivés de l'Académie Zéro Limite. Martin aussi, qui a été il voulait pas que je sois solennel en le présentant, mais je vais l'être un peu, là, qui a été en 2009 intronisé CSP à Phoenix, donc conférencier professionnel, la plus haute distinction dans le domaine de l'industrie des conférenciers, auteur de plusieurs livres, best-seller, et j'ai le plaisir d'accueillir et de partager ce moment-là ce midi avec Martin Latulippe. Martin, bonjour. Allô François, comment ça va? Ça va très bien, toi? C'est bon, t'as été bon là. T'as gardé ça court, la présentation. Pas trop solennel, hein? C'était parfait. C'est Des bon. fois, ça termine plus, puis tu te dis, oh my God, faut que j'aille changer ma bio, ça fait pas de sens, c'est trop long, donc t'as très bien fait ça. Il faut rendre à César ce qui revient à César. Oh my God. Good. Je OK? suis content d'être là. Merci, François. Ben merci. Merci à toi aussi d'être présent. Puis merci d'accepter l'invitation, surtout sur le sujet, tu sais, parce qu'aujourd'hui, ben on le sait, là, on est moi je dis depuis que la pandémie est arrivée, dans une période de grands bouleversements au niveau économique, social, même au niveau géopolitique, là, il y a plein de choses qui changent, puis on se sent bouleversé. Les technologies de plus en plus présentes dans nos vies, on peut penser à l'intelligence artificielle, mais il reste qu'un moteur qui est important en arrière de tout ça, c'est l'humain. Et donc, c'est ce que je trouvais intéressant de t'inviter, Martin, parce que quand on parle de potentiel humain, c'est difficile de mettre Martin Latulippe à l'écart du sujet. Donc, ça en fait partie. On peut, je serais tout à fait à l'aise avec cela. Mais bon, c'est quand même une conversation qui me passionne depuis plusieurs décennies, ça c'est sûr. Tout à fait. Bon, on peut t'exclure, mais tu fais partie du sujet aussi. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, j'ai plusieurs questions que j'ai préparées pour toi, puis je vais te bombarder un peu, puis je pense que tu es habitué de go with the flow, là, on va y aller avec l'inspiration du moment, mais vraiment de voir comment on peut s'adapter à l'intérieur d'une période de grands changements comme ça, puis continuer d'innover, de sortir des sentiers battus, et se donner une vision différente de celle qui nous est projetée. Parce que quand on est pris dans l'émotion, les émotions du moment, avec les activités qui se présentent à nous, bien, des fois, on peut être dérouté, désorienté. Donc, c'est avec toi, là, je veux vraiment examiner avec ces questions-là, je dirais assez en profondeur, là, mais examiner quelles sont les clés que l'on peut trouver pour se donner une voie d'épanouissement, puis une voie de dépassement personnel, mais pas se laisser dépasser par des événements, mais plutôt saisir des opportunités à l'intérieur des événements. Écoute, créons cet espace-là. Amusons-nous, François. Moi, pour les gens là, qui nous regardent, bonjour tout le monde. Moi, je suis en direct d'un ancien presbytère à Cozapscal, où est-ce que je suis ici pour faire de la motoneige avec mon fils. Donc, j'espère que la réception est bonne et j'espère qu'on sera béni des dieux, puisque je suis dans un lieu spirituel, on va dire. C'est bon. Écoute, première question pour toi, Martin. Euh, Selon toi, quels sont les défis majeurs là, auxquels les entrepreneurs font face aujourd'hui, puis quelles stratégies on peut considérer mettre en place pour surmonter ces défis-là? Quelle question magistrale pour commencer, François. Et Donc, blanc. dans quelle direction veux-tu aller? OK? Parce que les défis sont nombreux. OK? Je pense que j'apprends rien à personne. Si on a des entrepreneurs qui sont à l'écoute présentement, que ce soit la rétention des employés, le recrutement des talents, la guerre des talents, l'engagement des employés. Donc, il y a une forme de désengagement qui se voit même chez le personnel qui est présent au sein des organisations. Le transfert du savoir. Hein, on a plein de gens qui s'en vont à la retraite. On a des gens qui ont été à des retraites prématurées pendant COVID
et on a des pans du savoir qui n'ont pas nécessairement été transférés aux générations qui prennent la relève dans les organisations, et on pourrait continuer, OK? Alors, les défis sont vraiment multiples, dépendamment dans les catégories de business dans lesquelles on travaille, mais il y a quand même des ressemblances, parce que de par mon métier de conférencier, de formateur, j'ai la chance d'intervenir dans différentes catégories d'industrie, que ce soit manufacturière, que ce soit plus au niveau de l'industrie du service, vente de produits quelconques. Et on pense toujours que nos problématiques, elles sont uniques. Ouais. On pense toujours qu'on est les seuls à vivre avec une telle intensité ce que l'on est en train de vivre. Donc, je pense que la première chose, c'est juste de prendre conscience qu'il y a transformation, il y a mouvance et il y a contraction pour tout le monde. Tu comprends? Ce n'est pas unique. Maintenant, quand on pose la question, quelles sont les stratégies, je pense que d'abord, c'est de faire un état des lieux. C'est-à-dire, nous, dans notre organisation, ce sont quoi les défis que l'on affronte spécifiquement? On les affronte avec quelle intensité? On les affronte avec quelle fréquence? On les affronte depuis quand? Et c'est quoi la perspective sur la durée des défis qu'on est en train d'affronter? Pour un peu se donner un peu de hauteur et faire un état des lieux. Parce que du changement, il y en aura toujours. De l'incertitude, il y en aura toujours. Et moi, je suis toujours surpris comment est-ce que tu vois, tu faisais un peu l'état de les derniers mois, l'intelligence artificielle, COVID et ainsi de suite. Et en raison, tu as raison en partie, OK? C'est pas faux. Mais en même temps, moi, j'ai toujours aimé cette réponse-là un jour que Jim Rohn, qui a été pendant des années, puis ça l'est encore, un de mes mentors virtuels, qui malheureusement il est décédé, mais c'était un peu le grand-père de la philosophie du développement personnel. Et un jour, il avait été embauché pour, puis là, on parle des années 70-80, il avait été embauché pour faire une conférence sur le changement. Et on lui avait demandé, tu sais, Monsieur Rohn, tu sais, à quoi va ressembler l'avenir, tu sais, parce qu'il faut se préparer au changement. Il y a tellement d'incertitudes avec les technologies qui s'en venaient, puis l'émergence du monde des communications qui sortait un peu du monde manufacturier. Puis là, il y avait plein de transformations aussi à cette époque-là. Il y avait plein d'incertitudes aussi à cette époque-là. Et il lui avait demandé à quoi est-ce qu'on doit s'attendre. Et Jim Rohn, dans toute sa grande sagesse, il avait dit probablement que vous pouvez vous attendre à la même chose que les 4500 dernières années. et son point, en fait, c'est plutôt philosophique, mais pour moi, c'est très tactique. Okay? Puis je l'explique rapidement, c'est que son point, c'était comme les 4500 dernières années, ou peu importe c'est quoi votre croyance, c'était quand le démarrage de l'histoire, et ainsi de suite, là, il va continuer à avoir des hivers entrepreneuriales, des défis, des mises à pied, des réorganisations. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est adaptabilité, être capable de prendre du recul, se réinventer, se challenger, réconcilier, des moments froids, des choses plus difficiles. Et la question, c'est est-ce qu'on est prêt et on est adapté à continuer à affronter des hivers avec les Donald Trump de ce monde, les tarifs de ce monde? On est en période hivernale présentement, de contraction. Okay? Et par la suite, il continue avec l'analogie des saisons. Il va continuer à avoir des printemps. L'entrepreneur au printemps doit rouler ses manches et se dire, on retourne au champ et on va semer. Et on va prendre soin de nos champs. Donc, il y a cette mécanique-là. Après ça, l'été, arroser, en prendre soin, avoir l'espoir que la pousse va fonctionner et qu'on va pouvoir récolter. Mais en même temps, la grêle peut tout faire tomber notre champ pendant l'été. Un virus peut faire... Et c'est la même chose depuis 4500 ans. Ça va être la même chose aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est justement quand on dit comment on fait pour y faire face, je pense que c'est là qu'il faut vraiment revenir à des habitudes entrepreneuriales, l'adaptabilité, avoir la vision, ne pas avoir peur plus que jamais d'impliquer notre monde. Hein? Cette époque-là où on parachutait les solutions aux employés, où on faisait venir des consultants externes pour qu'ils nous disent la vérité.
Alors qu'aujourd'hui, les employés veulent être engagés. Ils veulent une transparence radicale. Ils veulent faire partie de la solution. Mais il ne faut pas que l'entrepreneur ait peur de révéler des choses. Il ne faut pas que l'entrepreneur ait peur de dialoguer avec ses employés. Il faut que les gens qui sont au centre des opérations, qui font que la business roule, il faut qu'ils soient au courant de ces défis-là. Il faut qu'ils soient au courant de la réalité du défi de l'entrepreneur et ensemble co-créer, en fait, selon les défis qu'on affronte, on fait quoi? Parce que souvent, ils l'ont, la solution. Mais l'entrepreneur, des fois, il pense qu'il faut qu'il arrive avec la solution. Il faut qu'il sauve la situation. Alors qu'on est vraiment dans un ère aujourd'hui de co-création, de dialogue, d'impliquer les employés. Ils veulent faire partie de la solution. Et en même temps, il y a toute cette notion-là là, d'augmenter, en français, ce qu'on appelle l'agentivité. En anglais, on dit agency. Ben, cette idée-là d'agir sur le pouvoir d'agir, c'est l'ultime pouvoir entrepreneurial. Agir sur le pouvoir d'agir. Peu importe l'incertitude, avoir de l'agentivité, c'est on a encore le pouvoir d'agir sur ce qu'on peut contrôler. Et les employés veulent participer à ça. Et quand on augmente l'agentivité des employés au sein de notre organisation, parce qu'ils font partie du problème, du défi, ils sont impliqués à comprendre le défi et ce que l'on vit ensemble, bien, lorsqu'on a co-création, un de mes mentors, Joe Sharon, à l'époque où je faisais de la consultation dans plusieurs entreprises, il disait toujours « People support what they create ». Donc, les gens vont être plus enclins à supporter quelque chose qu'ils ont participé à créer. Et ça, c'est important. En période d'incertitude, est-ce qu'on est capable d'avoir l'humilité comme entrepreneur de redescendre au plancher, d'expliquer la problématique, les enjeux, les défis, notre perception de ce que l'on voit à nos employés, les gens qui sont dans les opérations et dire « OK, vous pensez quoi? » Ouais. Et c'est très contre-intuitif parce qu'on a eu une culture dans les dernières décennies d'embaucher des consultants, embaucher les gens qui arrivent avec la vérité ou en tant que manager, de par notre propre insécurité, de dire, ben nous, on doit préparer la solution. Nous, on doit arriver avec un plan parfait et concret. Et là, on va parachuter ça aux employés. Ça ne fonctionne plus. Donc, dans ta question, la deuxième partie de ta question, là, tu sais, c'est quoi les stratégies? Pour moi, une des grandes stratégies, c'est augmenter l'implication des employés, les rendre au courant autant des défis, de votre perception des défis, de ce que vous traversez, comment vous le vivez. Eux vont avoir le droit aussi de partager, ils voient ça comment, ils vivent ça comment. Et là, on entre dans la co-création parce que très souvent, les gens aux opérations, ils ont plus de solutions qu'on le pense. Oui, puis tu as tout à fait raison, puis tu soulèves plusieurs points, là, Martin, c'est que je m'amuse souvent à dire que la seule routine qui existe en ce monde, c'est le changement. Donc, ce changement-là est là, est récurrent. Tu sais, tu parlais de 4500 ans là, dans ton exemple, là, mais c'est là, c'est présent chez nous. Et aussi, il y a une citation, puis l'auteur de la citation m'échappe, là, mais il disait dans sa citation, l'espèce qui survit n'est pas l'espèce la plus forte ni l'espèce la plus intelligente, mais l'espèce qui sait le mieux s'adapter au changement. Donc, c'est ça. Fait que on est dans des périodes de bouleversement, de changement. Puis, à l'intérieur du changement, bien, il y a des opportunités. Puis, ma prochaine question est celle-là pour toi. Comment faire la distinction entre opportunités ou encore événements ou éléments à éviter dans une période comme celle-là? Ben, on va commencer par les éléments à éviter. C'est sûr que la surexposition au négativisme auquel on fait face aujourd'hui avec les médias sociaux, avec les nouvelles, je veux dire, c'est du 24 heures sur 24. J'étais en coaching ce matin avec un entrepreneur, tu sais, puis on survolait ce qu'il peut contrôler par rapport à cette impression-là d'épuisement ou de surménage qu'il vivait présentement. Mais il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient, il se concentre énormément sur les nouvelles négatives, il est beaucoup en réactivité. Donc, si on est en réactivité, très souvent, on est en résonance. Et quand on est attends un petit peu, mon fils veut entrer dans la maison, donc je devrais me déplacer. Désolé, c'est imprévu, mais il va falloir qu'on bouge comme ça. Hey, on est en train de parler d'incertitude et d'adaptabilité. C'est en plein ça. On est dedans. On est en train de s'adapter et de bouger. Voilà. OK, j'ai ouvert la porte. Parfait. OK. Voilà. Bon.
Ça arrive, en plein milieu du presbytère de Cossapscal. Donc, C'est bon. ce qui est à éviter, c'est ça, c'est que si on est en dissonance, ben, on n'est pas en résonance. Donc, en dissonance, c'est qu'on est beaucoup en réactivité. Donc, on essaie de trouver tu comprends, des coupables. On essaie on se concentre sur toutes les choses qui sont négatives, anxiogènes. On va perdre beaucoup de temps. Et souvent, on va en voir les symptômes chez des entrepreneurs. Ils vont faire une insomnie, plus de stress, plus d'anxiété. Donc, ce qui est à éviter très souvent, c'est tout ce qui faut être à l'écoute de sa propre machine, de se dire, est-ce que je suis en réactivité présentement ou je suis en dissonance? C'est plus comme une analyse personnelle que moi, j'invite souvent les entrepreneurs à faire parce que, veux pas, ils sont leur ressource la plus importante, François, on l'oublie, là. Oui, il y a des employés, des collaborateurs, des fournisseurs, mais l'entrepreneur, le porteur du projet, c'est un peu beaucoup, lui, le leader. Donc, selon moi, on peut commencer par cela. Maintenant, dans ta question, tu sais, les opportunités, pour moi, tout part de la vision. Tu sais, des opportunités, il y en a, mais il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui sont du bruit. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui sont des distractions. On fait juste regarder aujourd'hui, oui, il faut s'intéresser à l'intelligence artificielle. Il y a certainement des éléments où on doit mettre en place une partie d'éducation pour nos employés. Est-ce qu'il y a trop de bruit? Je vais juste dire à mon fils de... Ouais, Kaël, peux-tu ne pas faire de bruit, mon amour, s'il te plaît, parce que papa est sur un appel? Merci beaucoup. Mon Hein? amour. Demandez si gentiment comme ça. Hein? C'est bon. Je ne l'avais pas informé, donc c'est ma responsabilité. Mais j'aime ça, Donc, Martin. souvent, J'aime on ça, va Martin. vouloir des opportunités. Qu'est-ce que tu disais, François? J'aime ça, Martin. Tu assumes ta responsabilité. Puis je pense, tiens, on parle d'incertitude. Non? On a une responsabilité à assumer en incertitude. Ben oui, je ne l'ai pas informé que j'allais être sur un appel, donc c'est ma responsabilité. Je peux pas être fâché contre lui. Donc souvent, tu sais, les opportunités, tu mentionnes comment on fait pour reconnaître une opportunité ou les choses peut-être à éviter là-dedans, je pense qu'il faut toujours revenir dire c'est quoi la vision, c'est quoi qu'on tente d'accomplir comme organisation euh, et la mission, parce que très souvent, il y a des opportunités qui se présentent, mais par exemple, moi, dans mon domaine, il y a quelques mois, là, tu sais, où à chaque année ou à chaque 2 ans, il y a des modes qui apparaissent Ouais. être des opportunités incroyables. Et que si on ne saisit pas, là, c'est comme si notre entreprise va s'effondrer. Ça, j'ai tendance à toujours prendre ça un peu avec un grain de sel et c'est pour ça que j'aime de tamiser les opportunités. Les passer au tamis, de dire est-ce que c'est une priorité présentement ce que l'on voit dans le marché? Est-ce qu'il y a moyen de s'intéresser à la tendance, mais sans tout chambarder le plan stratégique, la vision, parce que souvent, il y a des entrepreneurs, ils vont être un petit peu addictés à ouvrir des nouveaux projets ou à saisir des nouvelles opportunités. Et c'est un peu comme si leur entreprise est un chantier perpétuel de démarrage d'opportunités, d'initiation de nouvelles opportunités. Et à un moment donné, ça les souffle le staff et ils ont l'impression qu'ils ne peuvent jamais compléter ou terminer ou fermer des boucles. Donc, des fois, de vouloir toujours saisir des opportunités et ne pas discerner les bonnes des mauvaises ou les prioriser, ça peut devenir un peu un piège. Alors que quand on revient sur est-ce que ça fait partie de notre plan stratégique, notre vision, est-ce que ça chambarde nos opérations, on peut aller en parler à nos employés, voici ce que l'on voit, vous en pensez quoi, comment est-ce que ça change nos opérations, est-ce que ça change notre distribution, calculer l'impact, il y a toujours un coût opportunité. Ouais. Donc, si on saisit cette opportunité-là, c'est parfait, mais c'est quoi le coût? Et des fois, l'entrepreneur qui est très dopaminergique, visionnaire dans la passion, va oublier de calculer le coût ou même de les considérer. Est-ce qu'il y a un coût collatéral sur mon équipe, sur des partenaires, sur des fournisseurs? Donc, souvent, là, une bonne façon simple, c'est de voir l'opportunité, tout ça, d'aller en voir un peu les coûts. C'est ce que je te dirais là. Oui, puis tu as soulevé un point là, sur lequel je vais rebondir, les sources de distraction. De ce temps-là, quand on regarde, on peut regarder localement là, au Québec, Nouveau-Brunswick, puisque c'est ton patelin, on peut regarder au Canada,
on regarde à l'étranger, il y a beaucoup de sources de distraction. Et les sources de distraction nous amènent à perdre le focus, la concentration qu'on a besoin afin de pouvoir demeurer centré, comme tu es en train de le dire, là, sur toi, sur ton entreprise. Parce que dans les faits, là, pour moi, chaque entrepreneur est une opportunité en soi-même. Donc, puis quand on se laisse distraire par l'économie, la géopolitique et tout le tralala, ben, on est en train de travailler à contre-courant sur l'essence même de la personne puis de l'entrepreneur en question. Fait que c'est... D'accord, je suis d'accord avec toi. Tu sais, donc, que ce soit nos courriels, les notifications, les nouvelles, à un moment donné, tu sais, moi, je n'écoute pas les nouvelles viennent à moi. Donc, même quand tu choisis de ne pas être distrait et d'avoir des distractions plus délibérées, de dire, OK, je choisis d'aller sur les médias sociaux, je choisis de regarder les nouvelles, même quand tu essaies de couper les distractions, c'est tellement rendu fort qu'aujourd'hui, les distractions vont venir à toi. Ouais. Donc, je pense qu'on parle, on parle souvent en business de retour sur investissement, le fameux ROI. Okay? Ouais. Souvent, moi, avec mes entrepreneurs que je coach et que j'accompagne, on va parler du retour sur attention. Ouais. Retour sur énergie. Parce que la réalité, c'est que où tu vas décider de mettre ton énergie, ton attention, il y aura une forme soit d'amplification ou soit de perte d'énergie, comme tu dis. Et puisqu'on est notre ressource la plus importante, il faut protéger cela. Mais on est tellement dans le ROI, mais combien d'entrepreneurs que j'ai vus cartonner dans le ROI, mais à un moment donné, il y a un coup sur le retour sur l'attention, retour sur l'énergie. Ça commence à être un élastique il peut péter n'importe quand. Dis-moi, selon toi, là, quels sont les pays? Je sais que tu as une vaste expérience. OK? J'ai peut-être les cheveux plus blancs que toi, mais tu as plus d'expérience que moi. Mais, moi, j'ai la barbe blanche aussi, là, oublie pas. Moi, j'ai le combo, tu comprends? Ouais. Moi, j'ai un problème de peau, je ne suis pas capable de garder la barbe. Donc, mais selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour les leaders en entreprise dans des périodes pseudo d'incertitude et de crise, mais quels sont les talents, les qualités nécessaires pour un entrepreneur afin de pouvoir passer à travers une période où il se sent là, bousculé? C'est sûr que ces réponses-là sont très biaisées par mes propres biais, le style d'entrepreneur que moi j'aime. Donc, vous prenez ça avec un grain de sel, puisque le petit gris ou le côté sel est à l'agenda de notre discussion. Okay? Je parlais la semaine passée avec un de mes mentors, président d'une entreprise pour laquelle j'ai fait certaines interventions, là, puis il est très connu au Québec, là, Marc Dutil, qui a fondé l'École d'entrepreneuriat du Québec, le groupe Canam, donc un titan, littéralement, l'entrepreneurial. Et une des pratiques que Marc a chez Canam, quand un employé arrive avec une idée ou avec une situation, je ne veux pas là, défaire l'exercice qu'ils font, mais ma perception, là, c'est qu'une des grandes qualités qu'ils ont, c'est ce que j'appellerais la curiosité. C'est-à-dire que quand un employé arrive avec quelque chose, c'est toujours plutôt que de laisser le monstre de donner le conseil ou la solution tout de suite, ils vont aller dans ce qu'ils appellent « tell me more ». Donc, ils vont vouloir être curieux. Il se passe quoi? « Hey, j'ai telle chose. Tell me more. J'ai pensé à telle chose. Tell me more. » Donc, de garder l'humilité d'avoir la curiosité, c'est une très forte qualité pour un entrepreneur, un leader, parce qu'à un moment donné, le leader peut être approché constamment pour solutionner des choses, éteindre des feux. Et à un moment donné, toujours vouloir donner les solutions, toujours vouloir éteindre les feux pour ses employés. Ça peut être un gros problème là, au niveau opérationnel et au niveau de l'empowerment des employés, la responsabilisation des employés, mais n'en demeure pas moins que cette qualité-là, je la trouve très belle. Parce que, ça permet encore une fois, de comprendre de quoi il est question dans notre organisation, qu'est-ce que la personne veut dire, sa perception, comment est-ce qu'elle voit la situation. Donc, humilité, curiosité. J'ai toujours aimé Marc
faire ça dans les réunions. Et ça a toujours mené à des conversations extrêmement profondes, une compréhension incroyable. Alors que s'il était arrivé puis il avait juste dit OK, fais-le, ou non, on le fait pas, ou je suis pas d'accord, ou tu devrais faire ça à la place, la conversation aurait été terminée tout de suite. C'est ça. Mais dis-moi en plus. Et souvent, ça peut être suivi d'un 10 mois en plus. Donc, j'appellerais ça curiosité, humilité. Là. Je trouve que c'est contre-intuitif, parce qu'on pourrait penser une bonne qualité de leader dans des périodes comme ça, c'est la résilience, l'adaptabilité, la vision. Mais cette approche-là, je trouve que c'est un domino très puissant qui mène justement à la co-construction de résilience d'équipe parce que les gens se sentent entendus, se sentent vus, se sentent reconnus par la simple pratique du « dis-moi en plus ». Oui, puis je pense que c'est une excellente pratique. Puis aussi, bien, quand on veut favoriser l'autonomie des équipes, d'arriver puis de poser ce genre de questions-là, ce genre de gestes-là. Donc, de rendre les gens impliqués à l'intérieur du rouage de l'entreprise, des réflexions d'entreprise. Non, c'est vraiment très bien. Dis-moi, Oui. toujours en parlant d'employés, de ressources, j'aime mieux ressources humaines, là. Mais en parlant de ressources humaines, d'employés dans une entreprise, comment peut-on faire dans des périodes, parce que tu le disais tantôt, tu as fait le choix de t'éloigner des médias puis des nouvelles, mais les nouvelles viennent vers toi. Mais il reste qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés à ces nouvelles. Et donc, ils peuvent percevoir l'incertitude, par exemple, qu'un leader, un entrepreneur ne perçoit pas de la même façon parce qu'il a fait d'autres choix. Puis peut-être que dans ses réflexions, il est rendu ailleurs que les ressources en entreprise. Hein. Mais comment on peut faire pour garder les équipes mobilisées, motivées à l'intérieur d'une entreprise alors qu'il y a des périodes de soubresauts et d'inquiétude qui circulent? Là? Écoute, encore une fois, créer des espaces de dialogue. Parce que si on ne crée pas d'espace pour parler de ça, on fait quoi? On le vit de façon isolée. Ou on va avoir ce qu'on appelle en anglais là, des water cooler conversations. Okay? Donc, on va aller à la machine à eau, puis là, on va dire Hey, as-tu vu ça aux nouvelles? Telle affaire. Et à un moment donné, ben, cette conversation-là devient une rumeur. Et là, la rumeur se déplace d'un département à l'autre. Et à un moment donné, ben, c'est un peu comme de l'infiltration d'eau dans une bâtisse. Alors que si on dit il y a de l'incertitude, aussi bien créer un espace de dialogue pour que les employés puissent venir partager. Ils vivent quoi? Ils vivent ça comment? Comme ça permet tout de suite de casser des non, ça c'est une perception, ça c'est une rumeur, ça, je vous comprends. Nous aussi, on a la même inquiétude. Maintenant, vous en pensez quoi? Vous autres, vous pensez qu'on devrait faire quoi? Voici ce que nous, on pense. Donc, mais je pense que ça vient tout avec la création. Tu sais, il y a des entreprises aujourd'hui là, qui vont créer des groupes de thérapie, François. C'est très contre-intuitif, là. Parce que souvent, les entreprises vont dire comme, regarde, là, c'est une perte de temps, là. Plus vraiment. Tu comprends? Parce que l'humain, si on ne lui donne pas l'occasion d'en parler, de nommer la chose dans son espace de travail, ça veut dire qu'on assume qu'il y a les outils pour lui-même gérer le truc à l'extérieur, lui-même avoir les outils émotionnels, psychologiques, thérapeutiques pour se gérer face à autant d'incertitudes, comme qu'on dit depuis le début là, de l'appel, qui maintenant c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un intimidateur en chef comme, par exemple, Donald Trump, qui veut pas, tu sais, ça crée, tu te dis, mais attends, c'est lui qui est maintenant le chef du plus gros pays à travers le monde, donc il y a plein de choses qu'on peut faire comme film à l'intérieur de notre tête, de se dire, mais moi, c'est quoi mon pouvoir là-dedans? Là? Zéro, là. Attends. Zéro. Exactement. Donc, ça crée de l'impuissance. Donc, si on ne crée pas des espaces de dialogue pour cela, ben à un moment donné, c'est de faire le pari risqué, selon moi, que c'est comme, ah, mais mes employés, ils n'embarquent pas là-dedans, ou voyons donc, ils sont corrects, ils savent discerner, ils savent faire la chose.
Au pire, on crée l'espace et tout le monde confirme qu'ils sont corrects. Parfait. Mais je pense que d'abord, de créer cet espace-là de dialogue, parce que c'est une façon de s'adapter, c'est en parler, garder la communication. Et c'est OK de ne pas avoir la réponse à leurs questions, François. Tu comprends? On a beaucoup été dans un monde où c'est qu'il fallait que le leader ait la réponse, il fallait que les consultants aient la réponse, puis c'est pour ça qu'on voulait qu'ils arrivent avec un plan formaté, qu'on était certain que si on mettait ce système-là dans l'entreprise, ça allait fonctionner. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on va voir beaucoup dans les entreprises, c'est qu'on va émettre des hypothèses. Ça se peut que ça ne soit pas la bonne solution. Et c'est correct. Mais on va avancer vers ça, puis on va calibrer. Cette idée-là, elle est perfectible. Et ça, c'est beaucoup plus près de la réalité aujourd'hui. Mais encore faut-il qu'il y ait espace, dialogue, co-création, comme on disait tantôt. Donc, tu sais, pour moi, maintenir les gens motivés, engagés, c'est un travail constant. Mais comment qu'on veut faire ce travail-là si d'abord il n'y a pas le dialogue, si d'abord il n'y a pas les espaces de conversation, de communication en lien avec l'incertitude dont tu fais allusion là? Puis tu soulèves un point là, au niveau de la communication. Puis j'ai entendu d'un conférencier, je ne sais pas lequel un jour, tu sauras peut-être me dire, c'est que tout ce qui ne s'exprime s'imprime. Mhm. Je pense que tu l'as répété souvent en conférence, Martin, mais effectivement, tout ce qu'on garde dans notre tête, OK, on finit par se faire des scénarios. Puis plus souvent qu'autrement, les scénarios vont avoir une connotation négative. Puis finalement, mais écoute, quand on l'exprime, on partage, on discute, on échange, mais ça nous permet de voir, comme tu es en train de le mentionner, sous un angle différent le sujet, sans avoir la vérité absolue, sans avoir la solution absolue, mais ça permet de sortir de cette torpeur-là qui nous tire davantage par le bas plutôt que de nous propulser. Ben, tu sais, je veux dire, pour moi, de ce que j'ai compris de la question, là, c'est ça, il y a de l'incertitude, comment on les maintient mobilisés, c'est des espaces de transparence, c'est des espaces de Ouais. dialogue, c'est des espaces d'échange. Par la suite, bon, il y a toutes les notions de, j'espère que ces gens-là ont des objectifs, la vision, les valeurs de l'entreprise, donc comment est-ce qu'on incarne nos valeurs, est-ce que dans les réunions d'équipe, on est capable de faire des célébrations de comment est-ce que nos valeurs ont été mises en action au sein de nos opérations, vente, service à la clientèle, et qu'on célèbre nos victoires. Ce sont toutes, tu comprends, des éléments motivationnels qu'on peut mettre en place dans une organisation qui doivent ne pas être pris à la légère. Il peut y avoir des bonus à la performance, tu comprends? Il y a plein de façons. Ouais. La reconnaissance des employés, on ne peut jamais trop reconnaître nos employés, surtout avec précision, hein, pas juste leur dire merci, mais merci pourquoi, précisément, spécifiquement, quand ils ne s'y attendent pas de préférence, ça a Ouais. encore plus d'impact dans l'effet ce n'était pas attendu, donc ça crée ce que notre bon ami Jasmin Bergeron appellerait l'effet wow. Donc, il y a plein d'éléments qu'on peut faire pour fédérer, mobiliser. Mais de ce que j'avais compris là, de la question, en période d'incertitude, justement, là, on va aller beaucoup plus dans du relationnel et dans comment qu'on fait pour... Parce que, tu sais, comment qu'on fait pour créer de la confiance? Parce que regarde, François, une réflexion que je me fais beaucoup dernièrement par rapport à ce que j'entends, c'est on parle de l'incertitude économique. On parle même d'une récession économique. OK? La réalité, c'est qu'en incertitude aussi, ça crée une récession de confiance. Et présentement, là, si tu regardes cela, les humains ont une perte de confiance envers la politique. Il y a une perte de confiance envers les scientifiques. Il y a une perte de confiance envers les banques. Il y a une perte de confiance. On pourrait continuer là. Ah oui. Donc, la confiance interpersonnelle, ce n'est pas comme si elle est en croissance. Alors, une conversation qui doit être au sein d'une entreprise, c'est comment qu'on fait pour créer de la confiance au sein de notre organisation. Et pour ça, ça prend de la transparence, ça prend du relationnel. Il faut être capable, en tant qu'entrepreneur, de partager les coulisses, l'arrière-scène, les endroits où on n'est pas certain, faire de la co-création. Pense à comment on construit une relation de confiance. C'est la même chose. Et je pense que ça doit être à l'agenda de tous les entrepreneurs de dire qu'est-ce qu'on fait pour bâtir de la confiance, évidemment, avec nos clients. Est-ce que c'est à jour? Est-ce qu'il faut le mettre à jour, le challenger, se réinventer là-dessus? Et qu'est-ce qu'on fait à l'interne pour maintenir et générer de la confiance
entre les employés et le management et les employés. Parce que la confiance, à un niveau sociétal, elle est en train de s'effriter, puis il y a beaucoup de scepticisme, puis il y a beaucoup de remises en question, et on challenge beaucoup le leadership, le management. Donc, on serait fou de penser que cette énergie-là n'est pas dans les organisations. Alors, il faut y porter en attention. Oui, tout à fait. Puis, écoute, il y a un travail à faire. Puis, quand tu parles du sujet là, de confiance puis de transparence, bien, ça demande aussi de la part des entrepreneurs beaucoup de s'exposer dans sa vulnérabilité parce que c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là d'aller vers les gens, de s'ouvrir, de se raconter, de partager. C'est ça. Puis, il y a l'authenticité, il y a la vulnérabilité, puis ça demande aussi du courage. Écoute, ça demande du courage, François, mais honnêtement, je l'ai vu, je pourrais compter des histoires jusqu'à demain, là. Tu comprends justement quand on parle de confiance, mais c'est sûr que si on est dans une institution, dans une mécanique organisationnelle où le leader ne se vulnérabilise jamais, ben, à un moment donné, c'est difficile. Et des fois, c'est de ça les humains ont besoin, de voir que Ouais. le gars il est humain, de voir que la femme, elle est aussi humaine. Euh, Combien de fois, tu sais, on va voir des fois des leaders publics qui sont très protocolaires, millimétrés, et là, à un moment donné, il va arriver une catastrophe environnementale ou un truc qui va sortir tout le monde un peu hors de leur zone de confort, et on va voir ce personnage-là plus d'un œil humain, les manches roulées, avec le peuple, et là, tout le monde, le monde, c'est comme s'ils vont le découvrir sous une autre lumière. Et là, il va y avoir comme un vent d'empathie ou un genre de capital de sympathie envers, ah, je ne savais pas que cette personne-là était aussi humaine. Oh, wow, on vient de le voir sous un nouvel œil. Donc, l'idée là d'être capable de craquer, en fait, un peu des fois l'armure et de se vulnérabiliser, pas pour faire du drame, mais vraiment parce que c'est la réalité. Des fois, c'est de ça là, les gens ont besoin pour se fédérer, de comprendre que aussi la personne qui nous lead et qui nous mène, ben, c'est aussi un humain. Tu sais, un jour, j'avais demandé à Rémi Tremblay de venir faire une conférence. Rémi Tremblay, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un très, très grand intervenant, philosophe, très sage, avec des leaders du Québec, justement. Et j'avais dit, comment est-ce que tu vas appeler ta conférence, Rémi? Et il avait dit, oser la fêlure. J'ai dit quoi? Il dit, oser la fêlure. Parce que justement, c'est que ces leaders-là portent des armures. Ouais. Et on a été conditionnés, à tort ou à raison, à rester fort, à montrer qu'on était fort et qu'on avait l'armure et qu'on est en contrôle. Tu comprends tout ce qui est un peu là, le stéréotype du leader, OK? Mais la réalité, c'est que c'est lorsqu'il y a fêlure que la lumière va passer. Ouais. Et c'est lorsqu'il y a fêlure qu'on découvre peut-être une partie de nous-mêmes à laquelle on n'avait pas encore eu accès, parce qu'elle était derrière l'armure. Donc, pour des employés, ça peut être extrêmement inspirant, pour des partenaires, des investisseurs, d'aller tout de suite à l'essence. Cut de bullshit, comme on dit, ça fait aussi partie de la vulnérabilité. Puis je pense que ça peut être un ingrédient très, très puissant dans ce que tu mentionnes. Je suis d'accord avec toi. Oui, très puissant. Également, Martin, tantôt, depuis le début de notre entretien, tu as soulevé à plusieurs reprises le mot résilience. Donc, puis j'abonde dans le même sens que toi, mais t'aurais-tu une expérience, un cas, bien entendu sans mentionner le nom de personne, mais une expérience, un cas en particulier où la résilience a pu jouer, ça a été comme un élément clé pour permettre à l'entrepreneur ou à l'entreprise de passer à travers un moment difficile? Donc, la question, je fais certain que je comprends bien, c'est un exemple Oui, où la un résilience exemple. a été. Oui. Oui. Et on a quoi? On a 2 mois pour faire le live ici présentement? Pas de problème avec ça, Martin. Si tu as de la bouffe en masse, on peut t'offrir ça. Ouais. Ben, écoute, je pense que tu sais, c'est un secret pour personne, François, que d'abord, tout le monde va avoir des périodes. Ben, je ne veux pas généraliser, mais je veux Oui. dire,
de mon observation et mon expérience de vie, la souffrance, la détresse, les imprévus de la vie, ça arrive pas mal à tout le monde. Ouais. Et quand que ça arrive, surtout si on pense que ça ne nous arriverait jamais, ça crée un chaos assez spectaculaire. Donc, j'ai vu des entrepreneurs en crise de panique. Et on parle de des gens là, qui étaient solides. Là. Jamais auraient pensé faire ça, François. Jamais, jamais, jamais. Des gens qui se sont mis à faire des crises d'anxiété. Des gens qui ont fait des dépressions. Des burn-out. Des gens qui pensaient que leur entreprise était terminée, anéantie. Et que c'était terminé, François. Là. Je l'ai vu de mes yeux vus. Là. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que ça serait facile de dire, ben oui, la majorité des gens que j'ai connus ont traversé l'adversité et par la suite, ben, ils se sont relevés. Mais je veux faire certain que tout le monde comprend le point de départ là, de l'avant-résilience, là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être recevoir une lettre de Revenu Canada de dire OK, on a terminé l'audit et vous nous devez 2 millions de dollars. Ça peut être mes recevables sont en retard de tant de jours. L'entreprise va pas bien. Il y a de l'incertitude et je ne sais même pas comment je vais payer mes 100 employés la semaine prochaine. Ouais. Donc, tu comprends, je veux juste dire, la souffrance, la détresse, que aussi en anglais, on dit the show must go on. Dans le monde de l'entrepreneuriat, là, c'est assez fou les choses qu'on peut voir, François, là, que tu te dis, là, si un humain savait les défis que certains entrepreneurs affrontent des fois contre vents et marées, là, c'est absolument, absolument spectaculaire. Et c'est vrai, un vrai privilège de voir ça. Donc là, maintenant, à ta question, dire, peu importe le point de départ, ben, les histoires, elles sont multiples. OK? Mais je pense que la résilience, elle n'aurait jamais pu être possible et des gens qui ont renversé la vapeur et qui ont... Parce que dans la majorité des cas, François, honnêtement, là, la majorité des gens qui prennent une claque ou qui traversent un moment extrêmement difficile, honnêtement, là, 1 an, 2 ans après, ou peu importe le temps, ces gens-là vont toujours, presque toujours dire que, honnêtement, ça les a rendus plus forts. Honnêtement, ça les a transformés. Ça les a changés. Évidemment, quand on vit le truc et qu'on est dans la résilience, qui peut être quoi? Avoir de la flexibilité, aller chercher de l'aide, ne pas avoir peur d'en parler, aller faire une thérapie si c'est nécessaire. OK? Tu comprends? Il peut y avoir plein de façons l'accueillir, ne pas se juger, ne pas se critiquer. Parce que le critique intérieur n'est jamais trop loin quand on traverse une phase difficile, si on est responsable ou non, ça vient qu'une forme de culpabilité parce que la responsabilité est tellement grande comme entrepreneur que quand les choses ne fonctionnent pas bien, si tu comprends, on le prend très personnel. Donc, il faut se donner le temps. Il faut prendre le temps de se guérir, il faut aller chercher de l'aide, il ne faut pas s'isoler. Donc, ça fait toute partie de la résilience. Et à un moment donné, quand c'est traversé, cette épreuve-là, honnêtement, là, dans la très, 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 très grande majorité des cas, ces gens-là vont tous dire, c'est comme, wow, je te dirais pas que c'était ma période préférée, mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je me suis construit? Qu'est-ce que, tu comprends? Il y a toujours tellement de positifs derrière une période de résilience, malgré la souffrance qui peut venir avec ça, malgré la détresse qui peut venir avec ça, malgré qu'il y a des journées qu'on se dit comme « Oh my God, jamais je vais traverser ça, c'est impossible! » Et finalement, ben, le temps fait son œuvre. Et surtout si on ne s'isole pas, à un moment donné, ben, il y a des gens qui nous tendent la main. Ce qu'on pensait la fin du monde, à un moment donné, ben, on réalise que non, c'était la fin d'un monde. Et il y a une raison pourquoi c'était en train d'arriver. Ah, voici une autre porte qui s'ouvre. Parce que, encore une fois, ça peut avoir l'air philosophique ou spirituel puisqu'on est dans un presbytère, mais quand il y a une porte qui se ferme dans la vie, très souvent, il y en a une autre qui ouvre. Mais la porte qui ferme,
qui va demander des fois de la résilience face à un défi qu'on affronte, ben, il y a une raison pourquoi on ne veut pas la fermer. Parce que le cerveau veut continuer à confirmer ce que l'on a construit, ce que l'on a fait, l'ego est présent. Il y a plein de mécanismes qui sont compliqués, qui fait très souvent qu'on ne va pas aller justement plus rapidement vers la résilience et la transformation. Mais le plus qu'on est dans ce concept-là, de dire je suis en train de vivre ceci pour quelque chose, je ne vois peut-être pas le sens maintenant, mais qui peut m'aider? Quelles sont mes ressources? Quelles sont mes prochaines actions? Et prendre le temps de se guérir, prendre le temps de, tu comprends, de faire qu'est-ce qui doit être fait, ben, lentement mais sûrement, à un moment donné, ben, on traverse le pont puis on se retrouve vers comme wow, une nouvelle porte qui a été ouverte, ou des nouvelles portes, ou des nouvelles opportunités, et ainsi de suite. Donc, je l'ai vu, François, honnêtement, là, des centaines et des centaines de fois, sous différentes formes, comme je disais au début, là, différents points de départ que tu disais comme, OK, là, ça, c'est grave. Et finalement, tu envoies la personne 1 an, 2 ans après, transformée, plus forte, plus alignée, l'entreprise de retour en profitabilité ou peu importe ce que c'était le défi. Là. Oui. Puis, tout comme toi, je l'ai entendu de plusieurs entrepreneurs qui ont eu des revers, des échecs, puis dire, ben, écoute, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Parce que ça me permet de voir la vie, de voir les événements, de voir la business, les affaires d'une façon différente. Donc, c'est ça. Mais oui, la résilience, c'est très important. Puis ce que tu soulevais, je pense qu'un point qui est hyper important là, à considérer, c'est d'éviter de s'isoler en pareille situation. Qui est normal, c'est un réflexe normal, parce que, tu Ouais. sais, c'est comme, encore une fois, tu sais, on a le personnage qui est construit, le personnage public, on a l'ego, il y a et quand on vit quelque chose, tu sais, on ne veut pas aller en parler nécessairement. Donc, c'est pour ça que c'est important des fois, tu sais, le réseau social, un peu notre filet de sécurité, avoir des mentors, avoir des personnes qui sont capables de prendre des appels. Moi, des fois, tu sais, je dis à la blague, tu sais, une grande partie des coachings que je fais, François, c'est je reçois des appels que peu de personnes ne voudraient pas recevoir. Parce que les gens m'appellent quand ils ont un genou à terre. Ou Ouais. ils m'appellent quand, en anglais, on dit get things off my chest. Là, tu sais, comme je veux sortir quelque chose que j'ai ici, là, que je ne peux pas en parler avec ma femme, je ne peux pas en parler avec mon partenaire, je ne peux pas en parler avec mes investisseurs, mais c'est comme oh! Ça, le monde m'appelle. Mais ils sont justement dans un endroit où ils ont besoin de un peu comme l'arbre lorsqu'il y a un verglas. Tu sais. Si la branche ne fait que résister, ben la branche va casser. Mais si vous regardez un peu la majorité des arbres dans la nature, pensez-y un peu là, dans la nature, l'arbre est confectionné du fait que lorsqu'il y a un surpoids sur la branche, neige ou verglas, la branche a un mécanisme dedans de flexibilité pour faire plier un peu la branche pour pas qu'elle ne casse. Donc, si la nature a besoin d'être flexible face à du poids, imaginez, nous, c'est la même chose, mais souvent, il y a des entrepreneurs qui vont rentrer avec rigidité pour vouloir demeurer fort, pour vouloir démontrer qu'ils sont encore en contrôle. Alors que la meilleure chose à faire, c'est plie ta branche, mon chum. Laisse la branche plier. Appelle un ami, fais ceci, va chercher de l'aide, va renégocier ta marge de crédit. Tu comprends? Mais des fois, Ouais. par fierté, c'est la force. Et à un moment donné, ça va casser. Et c'est là que ça devient un peu dangereux. Donc, moi, je suis très pro flexibilité, adaptabilité, accueil de la situation, parce que au fil des ans, ça m'a démontré, c'est plus facile de traverser cette période de résilience et par la suite de rebondir. Très bon conseil, Martin. Très, très, très bon conseil. Puis, ça m'amène à une autre question. Là. Tu sais, Là, je pense aujourd'hui, qu'on avait le quota de questions. Là. Je pense pas que tu as le droit à un autre. Je crois pas. Je crois non, mais il m'en reste 8. pas. Selon notre contrat, je pense que tu as dépassé, là. Mais tu sais, on parle, puis la vie d'entrepreneur, ben, tu sais, dans nos échanges ce midi, là, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent, puis je pense que il y a personne qui tombe des nues, là, tu sais, dans ce qu'on parle, là. Euh, à quelque part, comment on peut faire pour maintenir un équilibre? Comment un entrepreneur qui est dans notre économie aujourd'hui peut maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle, la croissance de son entreprise, puis garder aussi
un bien-être personnel? Parce que, tu sais, on parle de dépression, de burn-out, puis d'épuisement, puis de cycles qui viennent nous perturber. Mais comment faire, là, selon toi, pour garder cet équilibre-là? OK, ben deux choses rapides. Donc, un, je pense que l'entrepreneur doit demeurer sa priorité dans son agenda. Donc, la première chose souvent que je vais faire avec des entrepreneurs qui me disent, ah ben, je veux faire attention à ma santé, je veux avoir un peu plus d'équilibre, qui, en passant, n'est pas un concept nécessairement auquel j'adhère. Un entrepreneur vit quand même, en grande majorité du temps, plus des cycles de déséquilibre. Donc, il y a de la haute performance. Mais à un moment donné, quand tu es dans de la haute performance, ou tu finis un trimestre, où il y a un gros mandat à terminer, où la livraison de tant d'unités doit sortir de l'usine à telle date, c'est rare que c'est là que tu es en train de boire du thé puis chanter Kumbaya dans ton bureau, OK? Parce qu'on est en mode, c'est un cycle de productivité, c'est un cycle de performance, OK? Donc, je pense qu'il faut respecter ces cycles. Donc, il faut avoir vraiment dans nos trimestres, OK? C'est quand qu'on performe, c'est quand qu'on est en livraison, c'est quand qu'on est à telle saison pour nous. Mais si l'entrepreneur n'est pas à son agenda, lui, il prend soin de lui quand? Et que tu n'es pas dans ton agenda pour aller au gym, tu n'es pas dans ton agenda pour aller prendre une marche, tu n'es pas dans ton agenda pour prendre des vacances, tu n'es pas dans l'agenda pour aller au tournoi de hockey de tes enfants, tu n'es pas dans ton agenda, ben, à un moment donné, c'est « Ah ben, je voulais faire ça, mais je n'ai pas eu le temps. Ah ben, et tu es en réactivité constamment. » Donc, une des premières choses là, qu'un entrepreneur doit faire, c'est se mettre à l'agenda de ce que j'appelle des rendez-vous avec soi-même. Parce que s'ils ne sont pas à l'agenda, je peux te garantir que, comme par magie, la priorité de quelqu'un d'autre va se retrouver dans ton agenda. Tout à Il y en fait. aura toujours. Il y en aura toujours. Donc, la moindre des choses, là, si on veut se rapprocher d'un semblant d'équilibre là, que tu expliques ou mieux respecter et survivre ces cycles, c'est de se mettre à l'agenda et évidemment d'y mettre des trucs avec lesquels on veut meubler son temps. Donc, moi, pendant des années, je n'ai pas fait ça, François. Et j'étais en embonpoint, j'étais en surpoids et je faisais mon business quand même. Mais j'étais fatigué de plus en plus. Je dormais moins bien de plus en plus. Donc, j'étais sur du temps et de l'énergie empruntée. Ensuite, tantôt, quand on parlait retour sur attention, retour sur énergie, c'est par expérience. Et à un moment donné, dans un rendez-vous au médecin, la femme me dit début quarantaine, 29% de taux de pourcentage de gras, vous êtes à haut risque d'un incident cardiovasculaire, monsieur Latulippe. Je suis comme, oh, OK. Et ça m'a juste fait réfléchir, dire, come on. Ouais. Tu es capable de faire mieux, ça ne fait pas de sens. Et lentement, mais sûrement, j'ai juste commencé à me mettre à l'agenda, ou à me remettre à l'agenda, devrais-je dire. Et j'étais loin de me douter que tout ça allait m'amener à compléter des Ironman, pleine distance, mais j'étais quand même à 255 livres. Et là, aujourd'hui, au moment de faire cet enregistrement-là, je suis à 200. Mais c'est 55 livres de moins. Je peux te dire que mon énergie est différente, François. Mais je peux surtout te dire que je suis à l'agenda. Dans ton agenda. Dans mon agenda. OK? Donc, la première chose, là, c'est ça. La deuxième chose, ça dépend de quel genre d'entrepreneur que tu es, mais moi, j'aime beaucoup cette idée-là hyper simple tu vois, là, j'arrive de faire de la motoneige ce matin avec mon fils et autant sur une motoneige que sur un automobile, il y a des lumières. Il y a des lumières qui vont sortir dans le tableau de bord. Faut-tu aller mettre de l'huile? Faut-tu aller mettre de l'essence? Tel problème, OK? Un entrepreneur, c'est rare qu'il voit ces lumières, surtout ceux qui disent tu devrais arrêter. Parce qu'on est dans un registre très dopaminergique. On est dans quelque chose de très valorisant. On est quelque chose de très passionnant, addictant à la limite. Hein? On peut être addicté à notre travail, on peut être addicté à... Donc, il y a la rencontre et le chevauchement là, de toutes ces choses-là fait en sorte que tu peux aller très, très vite, mais pas voir que les lumières s'allument. Donc, il y a quelques années, moi, j'ai commencé à travailler avec un truc super simple. Je ne le fais pas tous les jours, mais certainement toutes les semaines. Des fois, si j'ai besoin d'être un peu plus en respecter mon cycle ou revenir vers de l'équilibre, je vais le faire plus souvent. C'est un acronyme super simple. Okay? Ça dit MEPS, M-E-P-S-S.
Donc, tout ce que je fais, là, c'est que je m'assieds avec un journal et je commence. Et l'acronyme est pour des mots. Les mots sont les suivants. Le M, mentalement. Tu fais comment mentalement, Martin? Beaucoup distrait dernièrement. Tu sais, tantôt, on parlait de distraction. C'est ton opportunité de dire t'es où? T'es où mentalement? Distrait, inquiet, anxieux. Peu importe ce qui sort, ça peut être négatif. Si c'est négatif, tu contre-attaques tout de suite, dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour alléger le brouillard, alléger l'anxiété. Ça te permet d'agir tout de suite sur ta lumière, mentalement. Sinon, tu runs pendant des kilomètres et des mois sans même te poser la question. Ça peut devenir dangereux quand on parle de cet équilibre-là. Là, okay? Le E, émotionnellement. Ça peut être tout va bien, je me sens aligné, mais ça peut être frustré. Pourquoi tu es frustré? C'est quoi qui te frustre? Qu'est-ce que tu peux faire pour agir immédiatement là-dessus? Donc, à la place d'être dans les non-dits, d'accumuler et etc., on agit automatiquement et rapidement sur ces lumières-là. Okay? Donc, le E, émotionnellement. Le premier P, physiquement. Comment tu te sens physiquement? Okay? Courbaturé, endolori, je me sens pesant ou top shape, je me sens énergisé. Donc, il y a plein de journées que c'est super bon. Là, mon MEPS, il est tout positif, mais quand il ne l'est pas, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Le nombre d'entrepreneurs qui disent physiquement, ouais, je me sens pas bien, je suis pas dans ma peau, rentre plus dans mes jeans, je suis fatigué. Ouais, mais faites quoi? Ouais, j'ai pensé à aller au gym. C'est pas de même, ça marche le MEPS. Le MEPS, c'est qu'est-ce que tu peux faire right fucking now. Ouais. Va prendre une marche aujourd'hui, à l'agenda. Va bouger, va prendre l'air, va faire quelque chose, va t'étirer. Tu peux-tu t'étirer? Faire 5 push-ups? Peu importe ce que c'est. C'est contre-attaquer tout de suite, dire bon, je sors besoin d'huile, je le rentre au garage, tout de suite, par rapport à ces lettres-là que je vous donne. Okay? Pas ah oui, je vais m'entraîner dans 2 mois. Non. Okay? Donc, le premier P, physique. Physique. Okay? Le S, le premier S, socialement. Okay? Socialement, tu vas comment? Donc, tu sais, tantôt, quand on a parlé s'isoler, cette lettre-là est magique. OK? Ça fait-tu longtemps que tu travailles tout seul? Ou t'es-tu en train de t'isoler? T'as-tu reach out à ton réseau? Ou oui, c'est beau, je suis en contact avec mes gens, tout est beau. Donc, souvent, la connexion sociale, on oublie, mais c'est un gros vecteur de motivation, c'est un gros vecteur de bonheur aussi. Hein? C'est notre réseau social, notre affiliation sociale, c'est très fort. Mais des fois, on travaille tellement que ça fait 1 mois qu'on n'a pas parlé à personne. Et là, tu sors, tu vas à un 5 à 7, on dit, ça fait 2 mois que je ne t'ai pas vu. Oui, c'est ça, c'est parce que tu étais tellement zoné dans ton travail que tu as. Donc, une bonne façon de ramener l'équilibre, c'est de challenger aussi le premier S socialement. Et le dernier S, encore une fois, dépendamment de comment vous opérez votre vie ou ce qui vous parle, moi, je l'appelle spirituellement. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez faire un deuxième P puis le mettre juste philosophiquement. Mais pour moi, spirituellement, c'est le sens. On pourrait m'appeler même sens. Spirituellement, tu pourrais remplacer par le dernier, ça pourrait être le sens. Le sens. Tu sais, tantôt, quand on disait les épreuves qu'on affronte, les défis, les moments difficiles. Moi, souvent, dans le dernier S, ça va être ce que tu es en train de traverser te rend plus fort. Tu ne le vois juste pas aujourd'hui. Tu comprends? Je vais aller chercher une phrase un peu philosophique, motivationnelle, inspirationnelle, qui va venir me reconnecter à pourquoi je fais ce que je fais. Donc, 5 petites lettres super simples, M-E-P-S-S, qui, de façon délibérée, m'amènent à faire cela pour me ramener dans une forme d'équilibre ou dans un respect du cycle que je suis en train de traverser et me rappeler des choses que je ne verrais pas parce que je n'ai pas de lumière. Mais je fais de façon délibérée une évaluation de des lumières que je sais qu'ils vont me maintenir performant ou dans un meilleur état d'esprit, préférablement. Là. C'est bon. Là, tu es en train de nous dire, comme entrepreneur, comme humain, check tes lumières. Ce que dirait notre bon ami là, Jean-François Lacaze. Exactement. C'est ça. Écoute, Martin, je veux juste vérifier. Je pense qu'il y a 2 petits commentaires en ligne. Je ne sais pas si on est capable de les afficher. Dave Cameron qui te salue. Allô, Dave. Allô, Dave. Comment ça va, Dave? Donc, Martin, écoute, on a fait le tour. Je ne te poserai pas plus de questions. Je vais te laisser profiter du presbytère, de la spiritualité de l'endroit.
du moment, du moment avec la famille. Mais écoute, tu sais, tu as parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Tu as été très généreux comme toujours par ta présence, par tes commentaires, par tes partages. Mais tu sais, cultiver un mindset de personne qui se veut une personne gagnante. Mais gagnante, c'est pas nécessairement juste du cash, là, mais c'est comment gagner en valeur, en contribution, en mieux-être, en équilibre aussi dans sa vie. Donc, des partages, des astuces, des trucs qui sont tout simples, mais pourtant tellement efficaces. Donc, Martin, je te laisse le mot de la fin, tiens, pour nos auditeurs, nos auditrices. Ben, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit parce que c'est un truc que je dis constamment à mes clients. Tu as dit des trucs tout simples, mais efficaces. Et Ouais. ça, l'opposé de ça, François, c'est un très gros piège pour des performeurs et pour des entrepreneurs. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y a tellement d'entrepreneurs avec lesquels que je travaille qui vont confondre la simplicité d'une idée avec son efficacité. Ouais. Et ça, ce que je veux dire, c'est que justement, parce que c'est tellement simple, come on, ça peut pas faire une différence. Là. Ça peut pas être that effective, OK? Non, tu es en train de confondre la simplicité d'une idée avec son efficacité. C'est justement, c'est l'application de des idées qui peuvent apparaître très simples avec assiduité sur la durée. C'est fou l'efficacité que ça peut avoir. Et ça, dans un monde où on cherche toujours la dernière tendance, mode chat GPT et tout, on oublie que depuis 4500 ans encore, l'application d'une bonne idée avec assiduité sur la durée va donner une efficacité absolument incroyable. Excellent. T'es rendu avec le temps un grand sage. Martin, Martin, J'essaie de là-dessus, travailler, François, avec les cheveux blancs et la sagesse. Donc, je travaille fort, je travaille fort. je l'ai dit, tu ne me dépasseras jamais, j'ai trop d'avance sur toi pour l'âge. Mais Martin Latulippe, merci beaucoup, un immense merci. Merci aux personnes, aux éditeurs, auditrices qui étaient avec nous ce midi. Et merci de ce moment privilégié qu'on a passé ensemble. Et c'est réconfortant d'entendre des propos comme ceux qu'on a entretenus ce midi et qui vont faire certainement boule de neige et beaucoup de bien. Boule de neige parce qu'on est en hiver. Hein? J'espère que ça leur a pu apporter de la valeur aux gens qui nous écoutaient. Là. Merci pour ceux qui étaient là. Donc, à Dave et aux autres qui m'ont écouté en rediffusion. Merci, François. Merci Martin, merci tout le monde. À très bientôt pour un autre épisode d'un LinkedIn Direct.